Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue à Fierté littéraire, Salon du livre de la diversité. Et notre deuxième invité d'honneur s'appelle Yannick Villedieu. Moi, je le connais depuis longtemps parce que, je vais vous dire d'emblée, on a travaillé dans la même boîte. On ne s'est pas fréquenté parce que les gens de la radio ne sont pas fréquentables par les gens de la télévision. Et inversement. Inversement. Alors, journaliste spécialisé en sciences et en médecine, Yannick Villedieu a été l'animateur de 1982 à 2017 de l'émission radiophonique d'actualité et de culture scientifique Les Années-Lumière sur ici Radio-Canada Première. Pendant ces années, il a aussi été collaborateur régulier au magazine L'Actualité. Il a écrit plusieurs essais, dont La médecine en observation, Un jour la santé aux éditions Boréal et un conte philosophique d'oiseaux rares. Il a reçu de nombreux prix de journalisme, dont le Grand Prix des radios publiques francophones en 2006, le prix Judith Jasmin, hommage de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il est aussi chevalier de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre du Canada. Son plus récent titre s'intitule « Le deuil et la lumière ». Il parle de la première pandémie jamais déclarée par l'OMS, celle du VIH. Alors, je cite le communiqué de presse des éditions Boréal. « Ce livre raconte une histoire du sida, une histoire que Yannick a vu se dérouler avec des yeux de journaliste. Il a couvert ce sujet depuis les débuts, il y a près de 40 ans. L'histoire qu'il présente est donc écrite de deux façons, en direct, au fil des années et des reportages, et après coup, avec tout ce que permet la mémoire de l'auteur, la plongée dans ses carnets de reportages et les nouvelles recherches et découvertes qu'il a faites en cours de rédaction. C'est un récit inoubliable d'une aventure professionnelle. C'est aussi une couverture de cette inoubliable aventure humaine, médicale et scientifique. Le deuil et la lumière témoignent aussi d'une expérience personnelle. Il témoigne de tout ce que lui a appris et apporté le fait de côtoyer de si près et parfois si intensément la maladie et la mort, la souffrance et le désespoir, et en même temps que la grandeur et la solidarité humaine, la sourde force de l'espoir et l'inépuisable beauté du désir de vivre. Bon, là, je vais hâter Yannick, les amis. Oui, c'est un ancien collègue de Radio-Canada, comme je l'ai dit, et il est hétéro. Alors, je vous ai dit que Fierté littéraire, nous autres, on est très inclusifs. Alors, bonjour Yannick. Bonjour Denis Martin. Bon, ça fallait bien faire une petite blague pour commencer. Moi, j'ai lu ce livre. J'ai eu le privilège de m'envoyer une copie avant que personne ne le lise. Et écoute, Yannick, on sent la plume du journaliste. Évidemment, moi, j'étais capable de lire en même pas 48 heures parce que je me suis reconnu là-dedans tout de suite. Comment ça a été reçu, toi, par la maison d'édition, un texte comme ça? Oh, c'était très, très bien reçu. Parce que bon, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et que je connais bien, le Boréal, donc ouais. C'est une très bonne maison d'édition que je considère comme une des très grandes maisons d'édition. Et quand je leur ai proposé mon projet, ils m'ont dit bien sûr, fais-le. Et moi je pensais que ça se ferait comme ça en deux, trois mouvements, mais c'est beaucoup plus de travail évidemment. C'est ça le bonheur des livres d'ailleurs, hein, c'est que c'est comme dit le directeur du Boréal, Pascal Satiani, le livre, c'est sur le temps long. Et c'est sur le temps long pour les écrire, et tu le sais. Oui. C'est aussi pour le temps long, pour le voir se diffuser. J'avais fait en 1976 un premier livre qui s'appelait « Demain la santé », 1976. Au milieu des années 90, je m'en vais dans un 5 à 7, pour je ne sais pas trop quoi, et il y a une dame qui s'approche qui dit « Bon, j'ai lu votre livre « Demain la santé », donc on avait 20 et quelques années de recul. J'ai lu votre livre, je l'ai relu, j'ai beaucoup aimé, tout ça. Mais dans le 3e chapitre, il me semble que quand vous dites ceci ou cela, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah. Alors, oui, d'accord. Donc, effectivement, c'est le temps long. Et dans le cas de ce livre-là, donc ça a été long à écrire, évidemment, mais parce que ça raconte une très longue histoire. Sur 40 ans, quand même. Oui. Juste avant d'entrer là-dedans, ce livre qui a été très bien reçu, mais comment les scientifiques le reçoivent? Je n'ai pas encore beaucoup d'échos de scientifiques comme tels, sauf quand même le fait que, d'abord, j'ai eu des premiers lecteurs, dont le docteur Routy du Centre universitaire de santé McGill, le docteur Régent Thomas,
Je ne pense pas que j'ai besoin de le présenter beaucoup. Qu'on ne connaît pas très bien. Pas du tout, on ne le connaît pas. Donc, j'ai eu des lecteurs, des premiers lecteurs, comme on fait beaucoup, qui m'ont permis de changer, d'améliorer mon manuscrit, de remettre des détails que j'avais oubliés, de me dire aussi que parfois j'étais trop long, parce que et mon éditeur et mes lecteurs m'ont dit, il me semble que tu pourrais peut-être un petit peu... Et c'est ça qui est bien, c'est que ça l'améliore, le livre, qu'il soit plus serré. Donc j'ai dû couper à peu près 70-80 pages dans mon manuscrit initial, mais il est meilleur comme ça. Oui. C'est comme ça que ça marche. Et parlons justement du vif du sujet, parce que le VIH, qu'on appelait SIDA à l'époque, nous a permis de voir le meilleur et le pire de notre monde. Puis je vais commencer par le pire parce qu'on va finir avec le meilleur. Qu'est-ce que tu en penses? On va commencer par le pire, les politiciens. Il n'y a vraiment pas eu... Il y a eu une inaction absolument épouvantable de leur part. Il faut se remettre dans les années... Donc on est au début des années 1980. 1981, il y a ce premier article scientifique que j'appelle l'acte de naissance scientifique du sida, le 5 juin 1981, un article très, très, très technique et très court, fait par un médecin de Los Angeles qui dit à Los Angeles, on a eu 5 cas bizarres de maladies, 2 personnes sont mortes sur les 5, les 3 vont mourir bientôt d'ailleurs après, qui sont des jeunes gens, ils ont à peu près une trentaine d'années plus ou moins, qui normalement sont en bonne santé et qui souffrent d'une pneumonie très particulière, très rare, qu'on appelle la pneumonie à pneumocystose. Et on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est une pneumonie qui normalement touche des gens qui ont un système immunitaire extrêmement déprimé, extrêmement dans la cave, si je peux me permettre. Et on ne sait pas pourquoi. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que ce sont 5 jeunes homosexuels de 30 ans, donc jeunes. C'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est une observation clinique, comme il y en avait d'ailleurs dans ce numéro-là de cette revue technique du MMWR, des CDC Atlanta, qui est un hebdomadaire qui signale, la première page c'était 2 cas de dengue chez des touristes qui revenaient de je ne sais pas trop quelle île. Enfin, c'est vraiment des observations. Et ça, c'est la première observation, on ne comprend pas. Le même bulletin, un mois plus tard, signale 26 cas, cette fois Los Angeles, New York, d'un cancer qu'on appelle le sarcome de Kaposi, qui est lui aussi extrêmement rare, qui frappe normalement des personnes âgées, qui ont un système immunitaire, encore une fois, très déprimé, notamment après des greffes de reins. Quand on regarde les archives d'un grand hôpital de New York, sur 30 ans, il y a eu 8 cas. Donc c'est quelque chose de très... Et là, ils ont ça. Et encore une fois, on remarque le point commun, donc un système immunitaire complètement déprimé, et le point commun, ce sont tous des homosexuels. Et donc on est vraiment frappé par cette observation, et c'est là que le drame on va commencer à comprendre l'ampleur du drame. Mais ça va prendre à la fin de 1981, début de 82, des articles scientifiques ou médicaux parlent de 3 cas, 8 cas, 9 cas. Donc on est encore dans quelque chose de très, très, très rare, vu par la science et par la médecine, parce que dans la communauté homosexuelle, on sait que ça cogne dur, cette bizarre de maladie. Et donc c'est 82, 83. Et c'est vrai que les pouvoirs publics vont mettre beaucoup de temps à réagir, pour plusieurs raisons. D'abord, la rareté, l'étrangeté de la maladie peut-être, mais aussi parce que c'est une maladie qui frappe des groupes humains, disons, qui sont pas comme les autres. Les homosexuels, les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse. Donc on dit, finalement, ces gens-là, c'est des groupes dont on ignore l'existence un peu, ou qu'on ne veut pas connaître, ou dans lesquels on ne se reconnaît pas. Je pense que c'est un peu ça qui se passe. Ce que Randy Shilts, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a écrit le livre « And the Band Played On », avait décrit un peu, c'est justement l'inaction, la négligence, le fait que c'était des populations qu'on n'aime pas, on s'en est pas occupé. Et j'aimerais qu'on passe à l'autre groupe, parce que je parlais toujours dans le pire des comportements, les compagnies pharmaceutiques aussi et les banques de sang.
Alors, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Les compagnies pharmaceutiques, comme on sait, les compagnies pharmaceutiques sont intéressées à faire des médicaments et à les vendre. Et au début, en plus, bon, il va y avoir des recherches, on va essayer de comprendre, mais comme on ne comprend pas cette affaire-là, on n'est pas en mesure de rien faire beaucoup du côté des compagnies pharmaceutiques. Et il va falloir aussi, alors c'est pour ça que les activistes vont jouer un rôle extrêmement important, l'exigence de recherche et d'investissement des compagnies pharmaceutiques. Si tu as vu le film 120 battements par minute, où on raconte ça, alors on est en début de 1990, on est 10 ans après, là, hein. Début de 90, il y a des manifestations donc, de ACT UP, il y a des moments tout à fait extraordinaires dans ce film-là où on voit la réalité. Je ne sais pas si le slogan était véritable. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film, c'était des molécules pour qu'on s'en... Voilà. Voilà, c'est ça. Et qui attaquait, qui faisait des invasions de compagnies pharmaceutiques en jetant des poches de sang artificielles. En tout cas, c'est quelque chose mais qui était vraiment très, très prenant. Alors, les compagnies pharmaceutiques vont avoir un peu de temps avant de s'embarquer, mais elles vont faire des choses bien. On va y revenir. L'autre question, là, c'était... les banques de sang. Alors, les banques de sang. Ça, c'est tout ce que j'appelle le drame dans le drame. C'est le drame des hémophiles. Très, très vite, fin 81, début de 82, on remarque que des hémophiles sont atteints du même mal, de la même maladie. Et on se demande pourquoi ça se passe. On se dit donc, et on se remarque que ceux qui sont atteints de ce mal-là sont des gens qui utilisent beaucoup un nouveau produit qui avait changé leur vie, qui avait rendu leur vie presque normale. Hein. Le facteur 8 les concentrés de facteur 8. Et comment sont préparés les concentrés de facteur 8? Alors là, c'est hallucinant quand on apprend ça. Comme c'est un produit on va chercher le facteur 8, donc c'est une partie du sang qui permet la coagulation. Donc tous ceux d'entre nous qui ne sont pas hémophiles, on a ça dans notre sang. Si on se coupe, ça se coagule. Bon, ça se cicatrise, c'est parfait. Ça se coagule. Dans le cas des hémophiles, ils n'ont pas ça dans leur sang, donc on a inventé un produit qui est un concentré de facteur 8. Donc pour le faire, il faut prendre des grandes quantités de sang, on brasse tout ça ensemble, et on fait des concentrés de facteur 8 parfois à partir du sang de plusieurs milliers de donneurs. On peut juste voir le risque que ça amène. Techniquement, s'il y a, mettons, vous prenez du concentré de facteur 8 une fois par semaine, mettons, pendant 50 semaines, ça fait 50 fois, vous pouvez avoir été en contact avec le sang de 50 000 personnes. Je donne des chiffres comme ça. Et ça, sur là-dessus, s'il y a une personne qui est porteuse du virus, vous risquez de l'attraper. Donc, c'est à peu près ça. Et le problème, c'est que, et on va le savoir plus tard, il y a eu du commerce du sang, notamment aux États-Unis, parce que les dons de sang sont rémunérés, donc ça attire des gens, toutes sortes de gens. Il n'y avait pas comme au Canada où c'est des volontaires, on pouvait trier, etc. Bref, il y a eu un problème avec le sang contaminé dû à ça. Et il y a une négligence énorme, très bien documentée, puis j'ai un chapitre complet là-dessus, de la part des autorités publiques. En France, il y a eu, vous savez, ce qu'on a appelé le scandale du sang contaminé, où les gens de la Croix-Rouge, ou l'équivalent de la Croix-Rouge en France, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, savaient que les produits étaient possiblement contaminés et ont continué à les écouler pendant 1 an ou 2. Et au Canada, ça a été à peu près la même chose. On l'a appris dans les années 1990 seulement, qu'il y avait eu ça au Canada par négligence. Alors je décris tout ça, négligence administrative, paresse, manque de communication entre les différents groupes. En tout cas, on a distribué au Canada des produits contaminés dont on savait ou dont on pouvait soupçonner qu'ils étaient contaminés pendant à peu près 2 ans en plus, alors qu'aux États-Unis, ça avait été arrêté dès 1985. J'essaie de me rappeler des dates. Alors, au Canada, on a continué à en distribuer et donc à infecter des gens. Et donc, il y a beaucoup d'hémophiles qui sont morts, qui ont attrapé le VIH et qui sont morts du sida à cause de cette négligence administrative horrible. J'avais une blague à faire sur la Croix-Rouge. En France, je pense qu'ils appellent ça le Red Cross. Oui. Alors, bon, parlons du meilleur, parce que vraiment, il y a quand même des choses incroyables. Oui. On va commencer par des activistes. La solidarité, c'est quand même
pas rien. Cette maladie-là a changé des choses. Oui, et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça a été tout de suite une maladie politisée, sociale. Ce n'étaient pas des individus qui étaient malades, c'était les membres d'une communauté. Et cette communauté-là, la communauté gay, était très, très, très active, très, très mobilisée. Elle s'était mobilisée. Il y a un Américain qui va me raconter ça plus tard à San Francisco. Je raconte la rencontre avec lui, Tom Calvani, un personnage merveilleux. La communauté avait commencé à se mobiliser à San Francisco en 1978, après l'assassinat du maire de San Francisco. M. Moscone, puis il y avait aussi Harvey Milk. Harvey Milk, c'est ça, le conseiller. C'était pas le maire, c'était le conseiller, en tout cas. Et donc, il avait été assassiné en plein hôtel de ville. Et donc, la communauté s'était mobilisée contre l'homophobie. Donc, c'était politiquement organisé. Et comme c'était des gens jeunes, il y avait parmi eux des militants solides, ils avaient déjà un bon groupe, une capacité de mobilisation qui était énorme. Et quand arrive le sida, à peu près à ces années-là, mais quand la crise éclate, début 80, ben ils tournent, ils prennent leur mobilisation pour s'occuper de la maladie et pour demander aux politiciens, pour demander aux compagnies pharmaceutiques, pour demander aux chercheurs de s'intéresser à cette maladie-là. Et c'est le rôle des activistes et des organismes communautaires a été fondamental dès le départ et tout le long. Tout le long si on saute un peu les années, 1996, la fameuse trithérapie qui va transformer le sida en l'infection au VIH comme une maladie chronique avec laquelle des gens peuvent vivre pratiquement normalement, tout en prenant bien sûr leur médication régulièrement. Cette trithérapie-là, en 1996, coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas se la payer dans les pays du Sud. Et c'est des activistes en 2000 qui commencent à faire une pression politique énorme pour dire... le slogan que je rappelle toujours, qui est vraiment extraordinaire, les médicaments sont dans le nord, les patients sont dans le sud. Il y avait des millions de personnes. Et c'est grâce à eux qu'effectivement, on va faire en sorte que les médicaments vont arriver dans les pays du Sud, au bénéfice d'un nombre grandissant de patients et de plusieurs millions de patients qui peuvent en bénéficier maintenant. Il y a encore un problème d'accès, mais disons que ça s'est amélioré beaucoup depuis le temps. Oui, je ne dis pas que c'est réglé, c'est pas, et surtout dans les pays du Sud, mais c'est très complexe. Hein. Il y a l'accès aux médicaments, il y a les services de santé qui sont disponibles ou pas disponibles. Il y a beaucoup, c'est très compliqué. Et puis il y a la COVID maintenant aussi. Il y a la COVID qui vient comme compliquer ça, oui. Yannick, tu as quand même été une personne privilégiée. Tu as rencontré des grandes personnes, dont on va la nommer, le prix Nobel de médecine, on se rappellera de Françoise Barré-Sinoussi, qui est toujours à l'Institut Pasteur et qui travaille justement sur ce traitement curatif pour le VIH. Elle est encore là-dedans. Peter Piot, directeur général de l'ONU-SIDA, le premier. Et ce sont des rencontres où tu as vraiment découvert qu'il y a tout un groupe là-dedans, il y a des gens qui veulent faire bien dans le monde. Oui, parce que c'est ce qui a été extraordinaire dans l'histoire du sida des toutes premières années, c'est qu'il y a des jeunes médecins, des jeunes chercheurs qui ont été au fond pris dans ce drame qui montait. Et comme il disait, c'est des gens de notre âge qui meurent. Il y avait quelque chose, il y avait un drame qui se passait sous leurs yeux. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus des jeunes que des vieux chercheurs, des jeunes médecins que des vieux médecins. Puis c'est un peu normal, c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose qui touchait beaucoup les jeunes. Alors,
il y a eu effectivement des groupes de chercheurs. Bon, les groupes français, on parle beaucoup de Luc Montagnier, qui était le patron qui a découvert, de l'équipe qui découvre le virus en 1983. Qui a malheureusement mal tourné depuis, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ça, il aura le prix Nobel en 2008 avec Françoise Barré-Sinoussi. Mais Françoise Barré-Sinoussi, quand vous regardez des photos d'elle, c'est une toute jeune, elle a 30 ans à peu près. C'est vrai. Puis tous les médecins autour d'elle, David Klatzmann, enfin, tous les médecins, tous ces bandes-là, c'était des jeunes, je me rappelle, on était très proches. Puis le soir, dans les conférences internationales, le soir, on sortait. Puis il y avait quelque chose d'extraordinaire. D'abord, le sentiment d'être pris devant un drame, parce que le drame montait, puis on n'avait rien. Alors qu'au début, on pensait que ça se réglerait assez vite. Les maladies infectieuses, on connaît ça, donc on va régler ça dans 2-3 ans. Et le drame montait, et on était déçus par ce qu'on trouvait. Alors, ces jeunes chercheurs-là se sont mobilisés très vite pour faire quelque chose, pour faire la différence, et sont encore mobilisés pour beaucoup d'entre eux. Je vais me faire réalisateur de Radio-Canada à la radio. Je vais te demander 1 minute, mais je vais te donner 1 minute pour me dire qu'est-ce que toi t'as appris? Qu'est-ce que ça a changé chez toi de couvrir cette maladie-là? Bien, ça m'a appris, ça m'a amené d'abord à être en contact avec une maladie et un drame qui se développait, contre lequel on n'avait rien sauf la force de l'espoir, la force de l'engagement. Ça m'a montré aussi, ça m'a appris et ça a montré que la maladie, c'est pas quelque chose que tu vis tout seul dans ton coin. La maladie, c'est quelque chose, dans le cas d'une épidémie comme celle-ci, c'est quelque chose qui touche des communautés entières. Et c'est les communautés qui réagissent et qui peuvent réagir. Puis l'autre chose, tu vas me dire, c'est mon biais de journaliste scientifique. Ça m'a quand même montré aussi la force de la science. Quand on a la trithérapie en 1996... Et je dépasse ma minute. Quand on a la trithérapie en 1996, il y a 3 médicaments qui vont dans la trithérapie. Il y a l'AZT, qui est un vieux médicament qu'on a utilisé à partir de 86-87, qui est le premier qui donne quelque chose à peu près, en tout cas. Il y a le 3TC, qui est un médicament inventé à Montréal et développé à Montréal, et qui encore aujourd'hui est un des grands médicaments du sida. Ces 2 médicaments, AZT, 3TC, agissent en gros au moment où le virus rentre dans la cellule. Puis le 3e, c'est un médicament qui agit au moment où le virus ressort de la cellule pour infecter d'autres cellules. Ben, ce médicament-là, le 3e, là, qui est un inhibiteur de la transcriptase inversée. La transcriptase inverse au début, l'autre c'est un autre médicament. En tout cas, les inhibiteurs de la protéase, c'est une découverte fondamentale en 1986-87 que le virus a besoin de cette enzyme-là dans son cycle de vie. Et là, tout de suite, les compagnies pharmaceutiques, parce qu'elles sont pas toutes, elles ont parfois une bonne action, les compagnies pharmaceutiques essayent de fabriquer, d'inventer un médicament qui va attraper cette molécule-là, réussissent à le faire au bout de plusieurs années de recherche, et en 1996, la trithérapie comprend ça. Donc c'est vraiment un résultat de la recherche fondamentale et de la science. Ça aussi, j'ai trouvé ça important. Ben, vive la science, n'en déplaise à certains complotistes. Je dois arrêter ici, Yannick. Hélas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je vous invite tout le monde, Yannick Villedieu, mesdames, messieurs. Merci. Je vous invite tout le monde donc à aller rencontrer Yannick. Il va être à la table ici pour signer des dédicaces sur son livre « Le deuil à la lumière ». Fabuleux livre. Je l'ai lu, moi je vous le recommande. D'ailleurs, j'ai mon exemplaire qui va devoir me dédicacer. Et on vous revient, nous, en fait, excusez-moi, je perds mes feuilles ici avec... c'est large. C'est ce que... Alors, on vous revient à 14 h avec une discussion. Oh my God, je suis tanné d'en entendre parler. Une discussion sur pourquoi les questions raciales sont problématiques dans les milieux littéraires queer francophones. C'est animé par Nicolas Dawson. Alors, à 14 h d'ici là, allez acheter des livres, tout le monde. C'est le temps des fêtes, profitez-en. À tout à l'heure.